Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous allons étudier quelques généralités sur la vie sociale. Et tout d'abord, la nature de la société. Qu'est-ce que la nature de la société? Donc l'étude de la vie sociale, elle doit commencer par la recherche de la nature de la société, c'est-à-dire ce qu'est une société. Alors là, il y a une première observation qui s'impose, c'est qu'on ne parle pas de société quand un individu est isolé. Et donc, toute société comporte un certain nombre ou une multitude d'individus. C'est donc toujours la cause matérielle qui, évidemment, va tomber le plus immédiatement sous l'observation. Donc, la cause matérielle de la vie sociale, c'est-à-dire ce dont la société est faite, elle est faite d'une multitude d'individus. Mais ce qui donne à la société sa nature, et là on n'est plus dans la cause matérielle, c'est-à-dire ce qui fait que ce soit une société, eh bien c'est la cause formelle. Ce sont des expressions que l'on retrouve dans la philosophie thomiste et qui sont importantes, parce qu'on les utilise pour tout, toutes les notions. Alors cette première observation sur la pluralité des individus, est-ce qu'elle va nous faire découvrir la cause formelle en même temps que la cause matérielle, et est-ce qu'elle va suffire pour définir la nature de la société? Est-ce que cette cause formelle, est-ce qu'elle va suffire pour définir la nature de la société? L'individualisme va dire oui, puisque l'individualisme, c'est un système social qui, confondant la cause matérielle et la cause formelle, ne voit rien d'autre dans la vie sociale que le nombre des individus, et aboutit à donner une définition de la nature de la société en disant que la société, c'est une multitude ou une pluralité d'individus. Donc l'individualisme considère la société comme une masse amorphe, une foule qui pourrait être sans structure, sans organisation, et dont chacun serait un numéro pareil aux autres, ou encore une poussière d'individus qui pourraient être indépendants les uns des autres, comme des grains de poussière qui ne compteraient que par leur nombre. Or, il ne suffit pas qu'il y ait des individus pour qu'il y ait société. Ça ne suffit pas. Puisque là encore, on est dans la cause matérielle, la cause formelle, mais il y a autre chose. Sur une place de la ville, ou, si vous voulez, à un carrefour de rue, voilà des individus en gilet jaune, à un moment déterminé, qui traversent. Or, ces individus se trouvent là, indépendamment, les uns des autres, chacun allant là où le porte son intérêt ou son plaisir, c'est-à-dire son bien individuel, sans s'occuper des autres. Et c'est d'une manière purement accidentelle que ces routes individuelles, indépendantes les unes des autres, se croisent au même lieu et au même moment. Tandis qu'on aurait pu parler de société si ces individus étaient venus là dans le même but pour y faire quelque chose, ensemble. Donc, une rencontre accidentelle d'individus
indépendants les uns des autres, sans but commun, ce n'est pas une société. Mais par contre, s'ils ont un but commun, c'est-à-dire râler et plus loin encore contre des taxes, là, ils ont un but commun. Et là, ils peuvent former une société. Donc, nous sommes donc amenés à reconnaître qu'en toute société, les individus ont des relations entre eux. Peut-on alors définir la société comme une multitude d'individus qui ont des relations entre eux? Alors, si on considère uniquement des relations d'individu à individu au sein desquelles chacun ne poursuit que son bien individuel, intérêt ou plaisir, on demeure encore sur le terrain de l'individualisme. En effet, il ne faut pas oublier que la nature d'une activité n'est vraiment définie que par la fin que l'on poursuit. Une fin en raison de laquelle existe cette activité, qui n'est ce qu'elle est que parce qu'elle est dirigée vers cette fin. La vie sociale étant constituée par un ensemble d'activités humaines, le problème essentiel pour la définir sera de savoir quelle est la fin de ces activités. N'importe quelle multitude d'individus n'est donc pas une société. Alors c'est là qu'il va falloir découvrir la cause formelle de la société en reconnaissant ce qui va donner à une multitude d'individus la nature de la société. Imaginez qu'une personne d'initiative propose de porter secours aux victimes d'un tremblement de terre et que, sous son impulsion, les secours s'organisent. Voici alors que ces gens, indépendants les uns des autres, se mettent tous à collaborer à une œuvre commune et que par là, leurs activités deviennent dépendantes, solidaires les unes des autres pour réussir une œuvre commune, pour réussir cette œuvre commune, pour que les secours soient efficaces. Il y a là, oui, véritablement société. Et cela pour le temps, aussi court soit-il, où cette collaboration va durer. Donc voyez, quand est-ce qu'il y a société? Les activités diverses, aussi variées soient-elles, sont toutes dirigées vers un même but, qui est de secourir les victimes. Et c'est dans cette unité de but, et c'est cette unité de but qui, pour être effectivement atteinte, les rend dépendantes et solidaires des autres, et exige pour cela une organisation. Jusqu'à maintenant, ici, catholique de Provence dans la cité, ce n'est pas une société. Mais j'espère qu'elle va le devenir bien vite. Il n'y a donc pas de société tant qu'il n'y a pas de société tant qu'il n'y a que des finalités individuelles, indépendantes les unes des autres. Il y a société dès qu'il y a unité de but, un même but, voulu, poursuivi par tous, et en fonction duquel toutes les activités sont dirigées vers lui. Elles s'organisent vers lui. Alors, vous voyez, ce qui caractérise la société, qui constitue vraiment la nature de la société, c'est l'unité de but. L'existence d'un bien commun, dont M. Escala a parlé tout à l'heure, l'existence d'un bien commun, voulu par tous. Ce bien commun n'étant pas simplement l'addition ou la juxtaposition des biens individuels, mais un but unique. Un but unique que tous veulent ensemble et auquel tous ordonnent leurs activités. Alors, ayant discerné, ça c'est important, de savoir ce que c'est qu'une société, ayant discerné la véritable nature de la société, on peut donc la définir. Et on la définit avec saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin dit « Societas est
ordinatio hominum aliquid unum communitaire agendum. Vous avez tous compris, mais je traduis quand même. La société consiste en ce que les hommes s'ordonnent à quelque chose d'un à accomplir ensemble. C'est très clair. Ou encore, la société est un ordre entre les hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune dans la volonté d'un même but. La nature de la société, vous voyez ici, elle est essentiellement définie par sa cause non plus matérielle et formelle, mais par sa cause finale, qui est le bien commun. Quant à la cause formelle, qui donne à une société d'avoir la nature de la société, on voit qu'elle est ce qu'on pourrait appeler l'ordre social, c'est-à-dire la subordination des activités individuelles à l'œuvre commune et des intérêts particuliers au bien commun. On voit par là que le véritable ordre social, c'est un ordre dynamique, un ordre vivant qui se trouve dans les activités elles-mêmes qui sont, encore une fois, ordonnées au but commun. Voilà, ça c'était un premier point qui est important, c'est définir ce que c'est qu'une société. Nous l'avons fait. Alors, cette société, elle est aussi une œuvre d'intelligence, de volonté et de vertu. D'abord, œuvre d'intelligence, c'est pas difficile à comprendre puisque seule l'intelligence peut diriger des activités vers un but. Pourquoi ? Parce que seule l'intelligence peut connaître la cause finale. C'est-à-dire, seule l'intelligence peut connaître la fin comme la raison d'être de ce qui est fait pour cette fin. Donc, seule l'intelligence peut avoir l'idée d'un bien commun comme but vers lequel toutes les activités individuelles sont dirigées. D'où il résulte que la société, qui est une ordonnance des activités individuelles pour un but commun, eh bien, cette société, elle est œuvre de l'intelligence, qui peut seule concevoir et seule réaliser une telle ordonnance. Donc, œuvre de l'intelligence. Ensuite, elle est œuvre de volonté libre. Il ne suffit pas que les individus aient, par leur intelligence, l'idée d'un but commun. Il faut qu'ils le veuillent. Vous voyez que tout ça, sous-jacent à tout cela, il y a la formation de cette section. Il faut le vouloir. On ne peut pas dire simplement, c'est beau, oui, en effet, il a bien parlé, hein. Et puis ça tombe à l'eau. Non, ici, il faut qu'ils le veuillent, parce que s'ils ne le veulent pas, eh bien chacun, ce soir, va continuer à poursuivre son intérêt particulier dans l'œuvre commune, et donc l'œuvre commune ne se fera pas, et il n'y aura pas de société. Il n'y aura rien. Donc la condition fondamentale de la vie sociale est donc que le bien commun soit voulu, c'est-à-dire aimé. Aimé comme meilleur que notre bien individuel, qui doit donc alors lui être subordonné. Et là, il est capital de reconnaître que la société, c'est l'œuvre volontaire, libre des individus, qui ne peut pas se réaliser, malgré eux, sans leur libre consentement. Parce que s'ils donnent la préférence à leurs intérêts particuliers, s'ils pratiquent le chacun pour soi, rien ne peut leur faire réaliser une véritable œuvre commune. La contrainte n'obtiendrait alors que des gens automatiques, hein, sans don d'eux-mêmes, sans générosité, sans don d'eux-mêmes à l'œuvre commune qu'ils ne voudraient pas. Donc, œuvre d'intelligence, vous l'avez compris, œuvre de volonté libre, et aussi œuvre de vertu. Il ne suffit pas que les individus veuillent le but commun. Si ensuite leur volonté, faible, chancelante, s'en laisse détourner par tous les entraînements que nous connaissons, les entraînements de nos égoïsmes, de nos cupidités, de nos passions, de notre amour-propre, de notre orgueil.
Car alors l'œuvre commune, ça ne se fera pas. L'œuvre commune ne se fera pas et il n'y aura pas de société. Mais pour que la volonté humaine ne cède pas à tous ces entraînements que nous connaissons, eh bien il faut qu'elle soit armée, il faut qu'elle soit fortifiée par ces forces de volonté et ces forces de caractère, ces forces morales qui nous appliquent effectivement au bien qu'il faut faire, malgré tous les entraînements qui pourraient nous en détourner, on les appelle les vertus. Ainsi, la vie sociale, elle ne peut se réaliser que s'il y a chez les individus des vertus sociales. Et des vertus sociales qui vont les appliquer effectivement à l'œuvre commune, malgré, encore une fois, tous les entraînements qui nous en détournent. Cupidité, passion, orgueil. Et qui poussent les individus, nous le savons, à la rivalité, à la lutte, en tout cas au chaos. Mais l'ordre social ne s'obtient qu'à force, nous le savons, de discipline, qu'à force de maîtrise, une maîtrise intelligente, une maîtrise volontaire de soi, qui est l'œuvre des vertus sociales. Là-dessus, évidemment, on pourrait passer une année entière sur l'étude des vertus sociales chez saint Thomas d'Aquin. C'est magnifique, les vertus sociales. Il est donc capital de savoir qu'il ne peut y avoir de réalisation effective de la vie sociale sans les vertus sociales. En effet, on constate que la vie sociale se décompose dès que l'éducation ne forme plus d'authentiques vertus sociales. Et lorsque règne le chacun pour soi, parce que la vie sociale minée par l'individualisme s'est effondrée, eh bien, on ne la restaurera pas sans éduquer ou sans la rééduquer des vertus sociales. La première et le fondement de ces vertus sociales, c'est évidemment une prudence sociale. Je ne vais pas passer en revue toutes les vertus sociales, mais simplement la prudence et la justice. Et pourquoi ? Parce que la première et le fondement de toutes les vertus sociales, c'est évidemment la prudence sociale, comme la prudence est la reine des vertus. Cette prudence sociale qui discerne ce qui doit être fait pour le bien commun, comme la prudence individuelle discerne ce qui doit être fait pour le bien individuel. La prudence individuelle consiste à choisir les meilleurs moyens qui vont permettre d'atteindre le but individuel. Ici, dans le domaine de la société, la prudence sociale va permettre de discerner ce qui doit être fait pour le bien commun. Donc la réalisation de la vie sociale n'est pas l'œuvre d'une technique, mais d'une prudence. Quant à l'application de la volonté, à l'accomplissement de tous les devoirs, à l'accomplissement de toutes les obligations de la vertu sociale, de la vie sociale, ce sera l'œuvre de la justice sociale. Et Mélenchon, on peut avoir le mot justice sociale à la bouche, il n'a rien compris de ce que c'est. Alors, voyons ce que c'est, la question de la justice. La justice individuelle, elle concerne les rapports de droits et de devoirs entre individus, donc les échanges. C'est pour cela qu'on va l'appeler la justice commutative. Sa loi, c'est l'égalité. Par exemple, égalité de valeur entre produits vendus et prix payés. Parce que deux individus sont égaux si on les considère uniquement en tant qu'individus. La justice sociale, elle a deux aspects réciproques, ce qu'on appelle la justice distributive et la justice générale, ou que l'on appelle aussi justice légale. La justice distributive, elle concerne les devoirs de la société vis-à-vis des individus. Et la justice générale, qui est la vraie justice sociale, elle concerne les devoirs des individus vis-à-vis de la société. Vous voyez ? Et elle est appelée générale parce qu'elle a pour objet le bien commun, ou le bien général, et elle est appelée légale parce que ses obligations sont déterminées
par des lois, les lois de la société. La justice distributive détermine la répartition des charges, des fonctions, des avantages, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la participation à l'œuvre commune et au bien commun. Et sa loi n'est plus l'égalité, parce que les fonctions exercées dans l'œuvre commune, elles sont diverses, elles sont inégales. Et là, on trouve l'erreur de l'égalitarisme, de confondre la justice distributive et la justice commutative. Sa loi donc n'est plus l'égalité, mais la proportion. La loi de la justice distributive n'est plus l'égalité, mais la proportion, c'est-à-dire à chacun des droits correspondant à sa fonction. Alors, bien entendu, la diversité des fonctions devrait tenir compte de la diversité des aptitudes. Non seulement des aptitudes innées, mais aussi des aptitudes qui sont formées par l'éducation. Quant à la justice générale, elle a pour loi l'unité des efforts qui procèdent de toutes les exigences propres à la réalisation de l'œuvre commune, à l'obtention du bien commun. Et en tant qu'elle est justice, c'est-à-dire qu'elle détermine les devoirs et qu'elle concerne des droits. Elle se limite à ce qui est strictement dû. Et elle demande, alors là, à être complétée par l'équité, qui, au-delà de ce qui est strictement dû, est déterminée par la loi, concerne ce qui convient, et puis par-dessus tout, l'amitié, avec son caractère de don gratuit, dépassant toute obligation, et qui doit régner entre tous ceux qui, voulant et aimant le même bien commun, collaborent à une œuvre commune. Un petit peu comme dans la question de la justice, quand on parle de Dieu juste, attention, il ne faut pas oublier sa miséricorde aussi, vous voyez. La justice et miséricorde ne s'excluent pas, au contraire, elles se complètent. Mais il peut y avoir un côté dur, un côté difficile à ne parler que de la justice. Et il y a la miséricorde, sans aucune exclusion l'une de l'autre. Donc ici, on a la même chose. Alors, entre chrétiens, cette amitié, eh bien, on l'appellera la charité, surnaturelle. En dehors du christianisme, tout ordre social authentique exige une amitié naturelle entre tous ses participants, au point qu'un païen comme Aristote, eh bien, a pu enseigner que l'amitié entre concitoyens est plus indispensable encore que la justice, à la bonne marche d'une société. Alors, quand tous les droits sont respectés, la justice produit quoi ? Elle produit la concorde, qui se définit négativement par l'absence de querelles, de revendications. Mais l'amitié va plus profond que cela. Elle a pour effet la réalisation positive de la paix. Une paix qui est communion. Quand dans un ordre social authentique et stable, eh bien tous communient dans l'unité de leurs efforts pour le même bien commun voulu et aimé par tous. Ensuite, deux autres points avant de terminer. La société est une réalité essentiellement humaine. Et puis après, on verra qu'elle est aussi une société essentiellement morale. Une réalité essentiellement morale. Alors, la société est une réalité essentiellement humaine. On a vu, intelligence, volonté, vertu caractérisent la nature humaine. On ne trouve pas cela en dehors de la nature humaine. Cela entraîne que les animaux, autres que l'homme, ne sont pas capables de vie sociale. Les animaux ne sont pas capables de vie sociale, au sens propre du mot. Et ce n'est que par un abus de vocabulaire que l'on a pu parler de société animale. Je ne parle pas de la société protectrice des animaux, mais la société animale. Des groupements animaux tels que la fourmilière, la ruche, la termitière
ne sont que des mécanismes purement physiques, déterminés par l'automatisme des instincts, fonctionnant toujours de la même manière, sans cette disposition intelligente et voulue, donc capable d'initiative, des moyens en vue du but qui caractérise une véritable société. Vous n'allez pas demander à la fourmi d'avoir cette disposition intelligente et voulue des moyens en vue du but. Je te l'ordonne, fourmi. Et c'est par exemple l'anatomie même de l'abeille qui, la faisant reine ou ouvrière, détermine sa fonction. Donc, la société est une réalité essentiellement humaine. Ensuite, la société est une réalité morale. C'est par l'intelligence encore, par la volonté libre, par les vertus que les hommes ont une vie morale. La société, qui est leur œuvre, est donc de nature morale. Elle fait partie des mœurs humaines ou des comportements spécifiquement humains. Et ce qui fait justement la moralité d'un acte, c'est qu'il est mu par l'intelligence et la volonté. C'est ce qui fait la moralité de tout acte. D'ailleurs, toute la vie sociale, et c'est ce qui rend cet acte, par exemple, c'est ce qui rend cet acte humain. On fait d'ailleurs, faites bien la différence entre l'acte de l'homme et l'acte humain. L'acte humain, c'est celui qui est régi par l'intelligence et la volonté. L'acte de l'homme, c'est digérer. Quand vous voulez digérer, essayez de faire marcher votre intelligence et votre volonté. Vous n'y arriverez pas. Ça se fait tout seul. Ça se fait pas du tout. Tandis que l'acte humain, c'est celui qui est régi par l'intelligence, qui est mu par l'intelligence et la volonté. Et c'est ce qui fait la moralité de nos actes. Nos actes ont une moralité, c'est ce qui fait par exemple dans le péché mortel. Eh bien, le péché mortel, il faut un plein consentement, une pleine connaissance et la matière grave. S'il manque un des trois éléments, ce n'est pas un péché mortel. Oui. Parce qu'il n'a pas la moralité, il n'a pas la consonance du péché mortel, puisqu'il manque un élément. Donc la société qui est leur œuvre, elle est donc de nature morale, elle fait partie des mœurs humaines. D'ailleurs, toute la vie sociale est constituée par des activités volontaires libres des hommes, dirigées vers un but, qui est le but commun. Or, on appelle précisément moral tout ce qui est direction des actes volontaires libres vers un but. Alors, toutes ces vérités ont été complètement méconnues par un système directement opposé à l'individualisme, qui est le collectivisme, le totalitarisme ou le sociologisme. Parce que, de même que l'individualisme ne voit que les individus dans leur pluralité, ce système ne voit que la collectivité ou le tout social dont les individus font partie et dans lesquels ceux-ci seraient en quelque sorte totalement absorbés. Alors plus précisément, le collectivisme a bien vu, en critiquant l'individualisme, il a bien vu que la société n'est pas une poussière d'individus, indépendants les uns des autres. Mais il a bien vu qu'elle a une véritable unité, et que les individus y sont dépendants, solidaires les uns des autres. Ça, le collectivisme l'a vu, mais il considère cette unité de la société comme une unité physique ou substantielle, dont les individus ne seraient que les éléments constituants. Et le sociologisme va par exemple substantifier en quelque sorte la société, un peu comme Platon, comme le platonisme, substantifie les idées, et c'est-à-dire pourquoi Platon a été collectiviste. Donc un tel système peut d'ailleurs être présenté sous bien des formes variées. Une présentation mécaniste considérera la société comme une immense, une très complexe machine collective, dont les individus seraient comme les rouages, donc totalement absorbés en elle,
et n'ayant plus d'existence propre, n'étant plus qu'un élément de l'ensemble, comme un rouage dans un mécanisme. Ça, c'est le collectivisme. Alors, une présentation plus chimique que mécanique va considérer la société comme une véritable substance collective dont les individus seraient les éléments constituants, n'ayant plus d'existence propre que les atomes dans la molécule, comme dans l'unité substantielle de la molécule d'eau, les atomes d'hydrogène et d'oxygène n'ont plus d'existence indépendante et ne sont plus que les éléments de l'ensemble. Ou alors une présentation vitaliste ou biologique. Là-dessus, je passe, vous le lirez. Donc il y a en tout cela une erreur grave, parce que la vie sociale ne comporte pas de fusion ou d'unité substantielle des individus comme les atomes dans la molécule ou comme des cellules dans l'organisme vivant polycellulaire. Dans la vie sociale, les individus restent des substances distinctes, des personnes autonomes, ayant chacune l'usage de sa liberté. On ne peut même pas parler d'unité physique de la société, parce que aucune force, aucune nécessité physique ne peut faire constituer une véritable société à des individus qui n'en veulent pas. Donc la société, c'est bien l'œuvre volontaire et libre des individus, parce que s'ils ne veulent pas le but commun, mais poursuivent chacun leur but particulier, avec ce chacun pour soi, l'œuvre commune ne se réalisera jamais. Alors la contrainte peut utiliser des individus comme des instruments au service d'une œuvre qui n'est pas vraiment leur œuvre parce qu'ils ne la veulent pas et qu'ils s'y déroberont dès que cette contrainte cessera. Elle ne peut donc en aucun cas constituer une véritable société. Et on rencontre donc sur le problème de la nature de la société, comme sur presque tous les problèmes, deux systèmes opposés. Deux systèmes opposés dont chacun a vu quelque chose de vrai, mais est tombé dans l'erreur en méconnaissant ce qu'a vu l'autre. L'individualisme, qui a bien vu que les individus demeurent substances distinctes, personnes autonomes, et que la société est leur œuvre volontaire et libre, mais qui n'a pas vu l'unité de la société, dans laquelle les individus sont dépendants et solidaires les uns des autres. Et puis le collectivisme, qui a bien vu cette unité de la société, par contre, dans laquelle les individus sont dépendants et solidaires les uns des autres, mais n'a pas vu qu'ils demeurent pourtant substances distinctes et personnes autonomes, et que la société est leur œuvre volontaire et libre. Alors, il faut reconnaître à la fois ces deux vérités complémentaires, en ne niant ni l'une ni l'autre, et montrer comment elles s'accordent. Or, c'est bien là ce qui résulte de la définition qu'on a donnée de la nature de la société, parce que l'unité de but donne bien à la société une véritable unité et rend bien les individus dépendants, solidaires les uns des autres pour réaliser ensemble le but commun. Mais parce qu'il s'agit d'une unité de but et non d'une unité physique ou substantielle, eh bien les individus demeurent substances distinctes et personnes autonomes. Et la réalisation du but est leur œuvre commune et volontaire, libre. Donc la solution de tous les problèmes de la vie sociale, elle dépendra de cette conception complète de la nature humaine et de la nature même de la société. Tandis que pour chacun des problèmes, eh bien, nous retrouverons des erreurs individualistes, collectivistes, et qu'il faudra discuter avant d'aboutir à une solution complète. Et puis, il faut enfin préciser que l'unité
il faut préciser de quelle nature est l'unité de la société. Ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas une unité physique, déterminée par des lois physiques, qu'on suit nécessairement sans le savoir, sans le vouloir, sans pouvoir faire autrement. C'est, conformément à la nature morale de la société, une unité morale résultant de la direction d'activités volontaires libres vers un but commun. Ce n'est pas une unité substantielle qui ferait des individus les éléments constituants d'une unique substance, mais c'est une unité d'ordre, subordonnant à une fin commune des individus qui demeurent des substances distinctes. Ce n'est pas une unité ontologique, c'est-à-dire unifiant les hommes dans leur être, mais, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais il est simple à comprendre. C'est une unité téléologique, c'est-à-dire qui les unifie dans la finalité de leurs activités. Ce qui va les unir, c'est la finalité de leurs activités. Alors, pour terminer cette question sur la nature de la société, voyons quelles erreurs philosophiques sont à la source des erreurs individualistes et collectivistes. Il y a d'abord le matérialisme, qui ne peut pas voir la nature morale de la société, et qui alors verra qu'il n'y a pas d'autre réalité matérielle que les individus, et que les intérêts matériels sont individuels, ce qui va conduire à l'individualisme, ou bien va voir l'unité de la société comme une unité physique ou substantielle, ce qui va conduire au collectivisme. De sorte que le matérialisme est condamné à osciller entre individualisme et collectivisme, en passant toujours à côté de la vraie réalité de la société, la vraie réalité de la société qui est morale. Et puis il y a l'idéalisme. Après le matérialisme, il y a l'idéalisme, qui n'admet rien d'autre que la pensée, et rien en dehors de la pensée, et qui va conduire au même résultat. Car si la pensée est attribuée à un sujet pensant individuel, celui-ci est alors totalement indépendant, d'où l'individualisme et le libéralisme, engendré par la philosophie de Kant. Et si la conscience individuelle n'est plus considérée que comme une phase ou un élément du développement historique collectif de la pensée, on aboutira au collectivisme, au totalitarisme. Et c'est pourquoi la philosophie de Hegel va être à la source de tous les grands collectivismes et de tous les grands totalitarismes contemporains. Alors, comme la philosophie moderne n'a pas cessé d'osciller entre idéalisme et matérialisme, il n'est pas étonnant que les sociétés modernes oscillent sans cesse entre individualisme et collectivisme. Toute philosophie qui mutile l'homme ne peut donner une notion complète de la vie sociale. Le matérialisme oppose dans le désordre et le chaos des intérêts matériels et individuels concurrents. On fait de l'individu le rouage d'un mécanisme collectif tendant à réaliser la société humaine sur le type de la ruche, de la fourmilière ou de la termitière, si ce n'est pas simplement sur le type d'une machine très complexe. Et l'idéalisme, qui va substituer à la réalité du bien commun à obtenir une construction de l'esprit, le système idéal d'une idéologie qui n'est elle-même qu'un masque sous lequel se déguisent les impulsions individuelles, les grands courants collectifs des cupidités, des passions et de l'orgueil. Donc individualisme et collectivisme s'engendrent d'ailleurs réciproquement. Donc dans le chaos de l'individualisme, où règne le chacun pour soi, un danger commun provoquant la panique fera reprendre conscience
de l'interdépendance, de la solidarité, mais comme ces authentiques vertus sociales n'ont pas été éduquées, on ne pourra alors que se livrer à une dictature, se laisser embrigader dans un mécanisme collectif qui lui-même va se dissocier pour revenir à l'individualisme dès que ses intérêts particuliers et le chacun pour soi y reprendront le dessus. Alors vous voyez, cette oscillation entre les erreurs opposées, elle est inévitable, inévitable, tant qu'on n'a pas compris la nature morale de la société. Voilà, je vous laisse méditer. Alors, la prochaine fois, c'est l'un d'entre vous qui fera l'exposé. Lorsque cette section sera montée, je donnerai le sujet, les éléments, pour que chacun puisse lire, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, étudier, et puis quelqu'un donnera l'aperçu de cette étude. Voilà, ça c'est un petit exemple de ce que nous ferons. Alors, évidemment, attention, hein, celui qui m'a tapé ça, il a mis mon nom, mais je me suis basé sur une étude de Jean Dauja. Jean Dauja a un livre qui est très intéressant, et une petite chose à mettre un peu de côté, de temps en temps, mais il a écrit un livre qui s'appelle L'ordre social chrétien, qui est un livre très très intéressant et très complet, avec des petits bémols de temps en temps. Notamment, malheureusement, et on ne comprend pas pourquoi, à la fin de son livre, il défend la doctrine de la liberté religieuse de Vatican II. J'avoue que je ne saisis pas comment il a pu faire, après un livre qui est énorme et qui est sans faute. C'était pour pouvoir le publier. Comment ? C'était la restriction pour pouvoir le publier. Oui, peut-être. Alors là, c'est pas honnête, ça. Toute documentation est maintenant à votre disposition. Tout est là. Oui, vous avez de quoi passer... Comment ? Je peux prendre la table, oui. Oui. À 6h, il y a le chapelet. Vous voyez, j'ai même pas parlé 1 heure, j'ai parlé 3 quarts d'heure. C'est un miracle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.